Quand la vague réalise quel est l'océan, c'est un bouquin que l'on doit à Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Ou bonsoir. Bonjour. Oui. Ravi de vous accueillir sur BTLV. C'est pas la première fois que vous venez, la première fois c'était avec François Desmier. Oui, tout à fait. Dans Ici on allait mieux. Alors on va rappeler peut-être à tous ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ont loupé la première émission que vous avez un parcours assez atypique. Parce que si aujourd'hui vous avez peut-être compris que nous sommes à partir d'une petite vague, l'océan, il y a eu un chemin, il y a eu un déclic, il y a eu des choses, on va essayer de vous découvrir à travers votre parcours. Mais on rappelle en tout cas qu'à 20 ans vous étiez SDF, en gros, hein, je vais schématiser, que vous êtes formé à la plupart des courants existants, analyse, transactionnelle, hypnose, cri primal, psychanalyse, médecine chinoise, méditation, etc. Tout ce qui... toutes les... Allez, j'aime pas dire l'alternative, mais le complémentaire finalement de ce qui est proposé par la société actuelle, bien dans les clous. Votre expérience de vie vous permet aujourd'hui de donner des conférences, mais aussi d'animer des séminaires. Et puis vous êtes l'auteur de best-sellers comme Comment utiliser pleinement votre potentiel. Et je sais que vous pouvez réussir. Et puis il y a celui-ci, je le disais, quand la vague réalise quel est l'océan. Ravi de vous accueillir sur BTLV, Bruno, parce que effectivement, la question que j'ai posée tout à l'heure en préambule, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? C'est la grande question. On arrive sur une planète. Déjà, on ne sait pas vraiment ce qu'est cette planète, et surtout, on ne sait pas ce qu'on fait dessus, sur cette planète. Je disais tout à l'heure, à 20 ans, vous étiez SDF. Le déclic, vous, ce questionnement du soi intérieur, finalement, il arrive quand? Ah oui, très jeune, je crois que j'ai des souvenirs d'enfant où j'étais dans ma chambre, où la vie, pour moi, d'abord paraissait tellement absurde, parce que je voyais beaucoup de souffrance autour de moi. Donc j'avais besoin de savoir, j'avais vraiment cette soif de comprendre, Je me souviens d'une réflexion que je m'étais faite, je devais avoir une dizaine d'années, je me suis dit, mais si la vie, ça doit être ça, je préfère repartir, parce que ça me donne pas vraiment envie. Mais au fond de moi, je me suis dit, bon, la vie doit faire une farce, c'est pas possible, quoi. Parce que on ne doit pas pouvoir. Parce que bon, ma vie, c'était un peu Zola, donc c'était un peu une vie un peu particulière, que je souhaite pas à tout le monde. Mais en tout cas, d'ailleurs, les bouddhistes disent la souffrance est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir de la tête hors de l'eau. Donc là, moi, j'avais quelque part, j'avais pas le choix. Il fallait que je sorte la tête de l'eau parce que c'était tellement abominable. Je me suis dit, il doit y avoir vraiment, sûrement autre chose. Alors, entre le déclic et le chemin, on a parfois le déclic. Il y a plein de gens qui ont le déclic, mais qui vont pas sur le chemin. Oui. Il y a plein de gens qui disent, je suis en souffrance, j'en ai marre, mais je fais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez écrit votre potentiel, comment utiliser pleinement votre potentiel. Effectivement, on a un potentiel monstrueux. Spinoza en parle d'ailleurs, il dit comment utiliser pleinement son potentiel, son soi, son cerveau, son esprit, etc. Vous écrivez également, je sais que vous pouvez réussir. On a la sensation que ces conversations, quand on est dans un dîner, tout le monde les a. Oui, on est ce qu'on veut être, on a pleinement notre destin entre les mains, et finalement, peu de gens bougent. Alors, comment vous expliquez le fait que les gens ne bougent pas? La peur, peut-être, parce qu'il y a un vrai déclic. Vous l'avez eu à 20 ans, mais quand on l'a à 50 ans, on est souvent bien établi, ou alors c'est un choc traumatique, un accident qui vous fait aller sur un autre chemin. Mais souvent, les gens qui sont pas très heureux dans leur vie, ils ont du mal à aller. Moi, je dis toujours que la vie, c'est un peu un barillet de pistolet. Vous savez, on est sur le cran qu'on veut, quoi. Et souvent, les gens n'osent pas appuyer sur la détente pour passer sur l'autre cran. C'est ça. C'est une métaphore. Hein. Effectivement, je pense que c'est la peur. Il y a deux choses, je pense, c'est la peur et la paresse. On a très peur parce qu'on se dit, mais en même temps, si je quitte tout ce que j'ai, qu'est-ce que je vais trouver aussi? Est-ce que je vais pas perdre quelque chose? Parce que c'est un peu comme pour apprendre à nager. Il faut quitter le bord et puis oser s'aventurer. Et là, je suis obligé de quitter le bord. Avec tous les bénéfices. C'est une amie thérapeute qui parlait du bénéfice secondaire qu'on a de cette vie à laquelle on est tellement attaché. Donc, il faut avoir le courage de lâcher et d'oser aller voir. Mais moi, quelque part, ma vie était tellement insatisfaisante que de toute façon, je me disais que j'avais pas grand-chose à perdre. Donc, j'ai eu envie. Puis j'avais vraiment cette soif de comprendre. Il fallait que je comprenne. Finalement, le danger, c'est Patrick Berenstenas, qui est alchimiste, qui me disait ici, attention, les gens sont rassurés par la sécurité, mais quand on va dans une prison de haute sécurité, on est enfermé. Oui. C'est un peu ça, c'est vrai, que la sécurité, finalement, ce sont nos barrières. Mais on est complètement enfermé. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça me donnait, c'est que quand je voyais mes parents, je voyais la société, je voyais les gens, comment ils vivaient, je me suis dit, mais si c'est ça vivre, ça me donnait pas vraiment envie. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, j'ai un peu fréquenté toutes les couches de la société.
Parce que j'étais en foyer de jeunes travailleurs, j'ai vécu, j'ai vu les milieux de la drogue, du vol, je crois que j'ai vu tellement de choses. Et après, j'ai rencontré la richesse, puisque ma compagne, que j'ai rencontrée plus tard, venait de la haute société strasbourgeoise. Donc j'ai vu des gens riches, j'ai fréquenté des gens connus, des gens moins connus, mais voilà. Et je me disais que il y avait une réflexion au fond de moi qui s'est faite. Je me disais, mais quel que soit le niveau social, mais je ne trouvais pas plus de bonheur pour autant. Je me disais, donc c'est pas dans l'acquisition de biens, c'est pas dans le statut. Je commençais à me dire que le bonheur, ça devait être indépendant, ça devait être indépendant justement des causes extérieures, comme dit Dalai Lama. Et puis il est propre à chacun en plus ce bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ici et maintenant. C'est est-ce que je suis bien à l'endroit où je dois être? Parce que vous pouvez être riche, être en souffrance parce que finalement on vous impose des grandes études alors que vous êtes artiste, vous voulez faire du cirque. Est-ce qu'on vous impose le cirque parce que vous êtes chez les Bouglione et que vous voulez être dans la finance? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'il n'y a pas de règle de bonheur finalement. Que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire en fait, c'est pas de règle. Il n'y a pas de meilleur statut sociétal pour être heureux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'épanouir dans la quête de pouvoir, peut-être que c'est leur moyen d'être heureux, et il y en a d'autres qui vont se satisfaire d'être thérapeute ou d'aller à la campagne, vivre avec les éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important de le dire, parce que ce que je vois souvent dans nos sphères à nous, de développement personnel, de bien-être, de mieux vivre, de mystère, d'inexpliqué, on a la sensation souvent que les gens disent « Non, c'est moi qui ai raison ». En fait, personne n'a raison, je crois. C'est ça? Alors, c'est la prise de conscience qui est en fait, le fait d'avoir raison. Mais après, on peut en payer dans n'importe quelle case, en fait, c'est ça. Mais je dirais qu'à la limite, c'est dangereux de vouloir absolument avoir raison. Parce que ça nous limite, forcément. Moi, ce que je voyais, justement, et ça c'est intéressant, c'est que je trouve mon bonheur dans le pouvoir, etc. Et je me dis, mais si on me retire le pouvoir, si je perds ceci ou cela, je vois à quel point je suis vulnérable. Demain, je peux me casser la figure et je peux me retrouver sur une chaise roulante. Et il est où le bonheur là-dedans? Et moi, j'avais quelque part cette angoisse de dépendre aussi, de dire mon bonheur, il va dépendre de quelque chose. C'est que si justement, je m'attache au pouvoir, je m'attache à l'argent, je m'attache à tout ça, voilà, je trouve que pour moi, il y avait une sorte de prison. Et parce que, au fond, on va arriver à un moment, on est tous destinés à mourir. Ça, je vous le confirme. Ceux qui l'ont oublié, je suis désolé de le rappeler. Et je me dis, mais là, on va vivre quelque chose d'important. Il y a un saut. Et le pouvoir, l'argent, tout ce que j'aurais construit, tout ce à quoi je me serais attaché, moi, c'était vraiment la grande question. Parce que j'ai été confronté plusieurs fois à la mort, et je me suis dit, mais là, je perds tout. Donc, tout ce à quoi je me serais attaché, je vais le perdre. Donc, il est où le bonheur là-dedans? Je me suis dit, mais il n'y a pas autre chose au-delà. Et ça a été un peu, d'ailleurs, le titre du livre, La vague qui réalise quel est l'océan. Et c'est l'expérience dont je parle dans le livre, que j'ai vécu à l'âge de 19 ans, qui m'a beaucoup interpellé. C'est-à-dire que vous nous permettez de prendre conscience que sans cette petite vague, l'océan n'existe pas, et qu'on est une multitude de petites vagues qui forment l'océan. C'est ça. C'est ça. Et que finalement, en plus, j'aime bien la métaphore de l'océan, en tout cas l'image de l'océan, c'est qu'on est tous reliés. C'est-à-dire qu'une vague, elle n'est pas dissociée d'une autre vague. C'est-à-dire qu'elle fait partie du même ensemble. Ce que j'avais vécu à ce moment-là, alors je l'ai découvert beaucoup plus tard, mais c'est ce que disent les physiciens quantiques. Ils disent en fait, c'est une illusion, le fait de voir les choses ne sont pas séparées. Les objets de nos perceptions, en fait, on a vraiment l'illusion de voir les choses séparément, mais en réalité, tout est relié. Il n'y a pas, où ils parlent de l'interdépendance, ce qu'on retrouve chez les bouddhistes aussi, quand ils parlent de l'interdépendance, de la vacuité, ça veut dire exactement la même chose. C'est que les choses ne sont pas séparées ultimement. Vous avez une phrase qui ressemble à celle qu'a prononcée John Lennon à l'école. On lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire, et il a dit « je veux être heureux dans la vie ». Et son prof lui a dit « vous n'avez pas compris la question ». Et lui a dit « non, vous n'avez pas compris la vie ». Et c'était fabuleux. Et vous dites, et c'est à votre oncle, vous avez 13 ans, et il vous demande ce que vous voulez faire plus tard, et vous dites « je veux être heureux ». C'est exactement ça. Il vous a pas dit « t'as rien compris à la vie ». Non, mais c'était rigolo à ce moment-là, parce que quand il m'a dit « mais c'est pas un métier », je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux? Parce que moi, je voyais bien que mes parents, ils avaient un métier, mais ils n'étaient pas heureux. Puis j'ai vu après plein de gens qui avaient des tas de métiers, mais qui n'étaient pas forcément heureux. Et on voit dans des belles carrières, parfois des belles carrières professionnelles, la personne a du mal à s'épanouir elle-même dans cette belle carrière. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Être heureux,
ça veut dire que vous, aujourd'hui, Bruno, vous êtes totalement heureux? Ou il y a encore, parce que on n'est pas au pays des bisounours quand même, il y a la vie qui nous rattrape. Il y a tonton Emmanuel Macron qui est là, qui nous dit il faut faire ceci, il faut payer. Il y a Bercy, il y a tout cela. Il y a l'interdit. Je me souviens de, je sais plus qui a dit, il est interdit d'interdire. On est mal barré parce que j'ai l'impression que plus on avance dans la modernité, plus on interdit de choses. Il est difficile quand même de s'épanouir dans cette société sans être coupé. Parce que moi, je veux surtout dire, enfin, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message à nos abonnés, à ceux qui nous regardent, c'est surtout, on ne peut pas se détacher de la société telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut vivre pleinement avec cette société, mais essayer de s'épanouir au sein de sa société. Alors bien sûr, on peut toujours partir dans le Larzac et se couper du monde, ou faire Pierre Rabhi comme métier. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a reçu, Pierre Rabhi, c'est génial, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas faire Pierre Rabhi, et qui ne correspondent pas ça ne correspond pas à leur vie. On peut aujourd'hui être dans la modernité, dans la société d'aujourd'hui, et être épanoui, être heureux. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais bien sûr, il y a des contraintes. Ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés, mais c'est comment on les accepte, comment on les gère, comment on les vit. On peut se bagarrer avec ça ou l'accepter pleinement, faisant partie de l'existence. Sur, on va dire, sur le plan relatif, il y a une réalité. La loi de cause et d'effet est patente. Donc, il y a les contraintes. Moi aussi, je dois payer mes factures, je dois gagner ma vie. Il faut que... voilà, il y a toutes ces contraintes. Mais j'arrive justement à être détaché de ça. Ça vous pourrit pas la vie, quoi, en fait, c'est ça. Comment? Ça vous pourrit pas la vie. Non, ça me pourrit pas la vie. C'est-à-dire que c'est pas grave, c'est ça? Pas plus tard qu'hier, j'ai écouté une vidéo de Mathieu Ricard qui parlait d'un de ses amis qui avait passé 3 ans en méditation. Il était revenu et Mathieu Ricard lui a demandé comment ça se passait et il a répondu c'est le bordel, mais maintenant c'est plus un problème. Je trouve que c'est exactement ça. Mais c'est une vraie philosophie de vie finalement, parce que se détacher finalement de cette contrainte, elle existe la contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Dès que vous arrivez au monde, on vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez à l'école, il y aura une bonne note ou une mauvaise note, il y a des contraintes partout, il faut juste simplement qu'elles ne vous bouffent pas. Et souvent les gens sont bouffés par la contrainte. Complètement. Ça c'est le danger quand même. Et tout le danger vient de, justement, on est complètement identifié à ça, on est vraiment collé dedans. Et c'est important d'avoir ce recul, ce détachement. Moi, je l'ai obtenu grâce à la pratique de la méditation, parce qu'on apprend à regarder les choses avec beaucoup plus de recul, on les laisse filer, on ne s'identifie plus. Et là, on sent une liberté, mais qui vient beaucoup plus de l'intérieur. C'est une liberté intérieure. On vit la même chose, mais ça n'est plus effectivement un problème. Vous avez vécu une expérience, elle est peut-être unique au monde, en tout cas, elle est rare dans la société. C'est-à-dire que vous avez côtoyé pendant 15 ans... un personnage assez particulier. 15 ans, hein, c'est pas 15 jours. Vous parliez d'un garçon qui a médité 3 ans. Moi, j'ai du mal à méditer une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. J'ai déjà au bout, voilà. Mais vous avez passé 15 ans. Racontez-nous cette expérience. Elle est juste incroyable quand même. D'abord, j'ai envie de dire, cette rencontre, c'était la réponse que j'avais demandée. Je voulais donner un sens à ma vie. Ça tombe bien, c'est le slogan de Bethel. Voilà, j'avais effectivement beaucoup pratiqué, rencontré beaucoup de thérapeutes. Et puis, il y a eu cette rencontre hors norme avec Shimon Rinpoche, que j'ai rencontré. D'ailleurs, on l'appelait, j'avais entendu que ses disciples l'appelaient la force immobile. D'accord. Et quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression vraiment, effectivement, j'étais un peu comme face à Maître Yoda. Ça m'a donné le même sentiment. Alors d'abord, j'étais déçu quand je l'ai rencontré, parce que j'ai vu un vieil homme assis dans son fauteuil, qui était là, qui m'a accueilli, qui bougeait pas, qui était tranquille. Où est-ce que c'était? À Genève. D'accord. Je suis pas allé loin, hein. Moi, je l'ai rencontré à Genève. Parce qu'il faisait une tournée en Europe et il séjournait en Europe. D'ailleurs, je suis jamais allé au Tibet, hein. Je suis jamais allé en Inde. J'ai rencontré là, et j'ai vu cet homme, et là, j'ai vu quelqu'un de très, très ordinaire. Et en même temps, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas comme les autres. Il réagissait pas comme les autres. Il était tranquille. Il avait vraiment cette tranquillité que je n'ai jamais rencontrée chez aucune autre personne, avant et après d'ailleurs. Il y avait vraiment cette force immobile, cette tranquillité. Je me souviens d'ailleurs la première question qu'il m'a posée, parce que la personne qui me l'a fait rencontrer m'a dit « Bon, t'inquiète pas, si t'as pas de questions, lui va t'en poser. » Je dis « D'accord ?» Et il me dit, en anglais, même, « Alors ?» C'est un psy, quoi. Parce que le psy, c'est un peu pareil. Il s'assoit, il dit « Alors ?»
Oui, mais c'était très différent parce que son attitude était très différente. Moi, j'avais passé des années avec des psys, j'avais fait beaucoup de psychothérapie et tout, et là, il y avait quelque chose de totalement différent. Et en fait, quand je l'ai rencontré, la première chose qui s'est passée, j'étais traversé par une vague d'émotions extrêmement forte. J'étais traversé par une angoisse de mort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah bon? Ah oui, mais j'ai eu très peur. Mort. Ouais, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais amené complètement dans le présent. Parce qu'en fait, nous, on vit plutôt dans le passé ou dans le futur, mais jamais là. Et quand on est ramené là, on prend conscience de sa mortalité. On prend conscience qu'un jour, on va mourir. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'ai pris conscience que j'allais mourir. Mais c'est comme si j'allais être ramené, parce que quand on est ramené dans l'instant présent, on réalise en fait qu'on est juste de passage, que voilà, il y a un moment, on vit un moment entre notre naissance et notre mort, qui est relativement court d'ailleurs. Il y a eu un avant, il y aura un après. Voilà, c'est ça, parce que si on le ramène à l'univers, comme disait, c'était Bouddha qui disait d'ailleurs que la vie est aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. Ah ben ça c'est sûr. Ouais. Et là, je l'ai réalisé. C'était ce qui s'est passé quand je l'ai rencontré. Parce que cet homme était tellement dans le présent, on parle souvent de l'instant présent, mais avec lui, je l'ai vraiment vécu de manière très forte. Et là, j'étais vraiment... Et j'ai pris conscience. Mais ça a été très bénéfique, parce que justement, souvent, on n'a pas conscience qu'on va mourir un jour. Et on gâche sa vie à cause de ça. Et là, il n'y a plus de temps à perdre. Le moment le plus précieux, c'est vraiment maintenant. C'est ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est cet instant. Et il m'a ramené à ça. Et là, j'ai vraiment pris conscience à quel point je gâchais ma vie. Ça me rappelle, j'ai vu cette semaine en VOD le film Le Capitaine Fantastique, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Viggo Mortensen qui emmène tous ses enfants, ils sont 7 ou 8, vivre dans la forêt. Parce que sa femme est malade et donc elle est allée à l'hôpital dans la ville, mais lui, il est dans la forêt et à un moment donné dans le film, il y a un de ses enfants qui s'en va et lui dit « Vis chaque jour comme si c'était la dernière ». C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le profite parce que on profite pas assez de la vie, hein, finalement. Elle est magnifique. Moi, je suis toujours ébahi devant un arbre. Je regardais ce matin, j'étais en scooter en venant, et il y avait juste le soleil qui éclairait un arbre. Et pourtant, on était à Saint-Cloud, hein, vous voyez, dans la ville. Il y avait un soleil qui éclairait l'arbre par derrière. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau. Juste ce soleil qui éclairait ses feuilles. En plus, en ce moment, c'est l'automne, elles étaient jaunes. C'était juste magnifique. Et ces petits moments de grâce, finalement, on passe souvent à côté. Hein. Donc, on ne sait pas s'arrêter. En fait, dans le présent. C'est exactement, c'est ce qu'ils nous apportent. Mathieu Ricard en parle beaucoup dans ses conférences, c'est vraiment d'être présent. Et on regarde, plus on est présent, plus on bénéficie de ce qui nous arrive. En négatif ou en positif, en fait, ça n'a pas d'importance. C'est que ça nous donne l'occasion d'élargir notre champ de conscience, donc de grandir. D'ailleurs, je préfère le mot bénéficier que le mot profiter. On bénéficie vraiment de ce qu'on vit, de l'instant, de la rencontre. Parce que profiter, c'est un peu péjoratif, c'est-à-dire je vole quelque chose, j'en profite. C'est ça. Donc, voilà. Et je trouve que là, il y a quelque chose de magique qui s'installe dans la vie. Malgré tout, votre rencontre va vous emmener sur un laps de temps qui aujourd'hui peut-être vous paraît court, mais sur l'instant présent, il a duré 15 ans quand même. Et après vous avoir dit alors, il se passe quoi? Alors, il faut quand même préciser, quand je dis 15 ans, c'est 15 ans, je ne le voyais pas tous les jours. Moi, je retournais chez moi. Les 3 premières années, c'était assez important, en fait, parce que je passais tous mes étés avec lui, je passais tous mes week-ends, aux grandes dames de ma copine à l'époque, d'ailleurs. Et elle-même me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce qu'elle me dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui changeait aussi vite. Je revenais d'un week-end, elle me disait, mais t'es complètement transformé. Je lui dis, je fais rien. Elle me disait, comment ça, tu fais rien? Ben non, je fais rien. Elle me dit, mais vous parlez même pas? Non, je lui dis, on parle même pas. Et parfois, c'est vrai qu'on passait des heures entières à ne rien faire, à ne rien dire, à pas dire un mot. Je bénéficiais simplement de sa présence. Je goûtais à sa présence. Et d'être avec lui, simplement, moi, ça me transformait. Il était un enseignement vivant, même sans parler. Sa sagesse vous éclaboussait, finalement. Ah, mais c'était incroyable. C'était comme si j'étais baigné dans son aura. Et je goûtais chaque seconde avec lui. Et chaque seconde avait une qualité d'éternité. Et j'avais pas besoin de parler, parce qu'il était, comme je le dis dans le livre, il était la réponse que je cherchais. Sa seule présence suffisait à m'apporter des réponses. Et d'ailleurs, souvent, il me charriait. Quand j'arrivais, il me disait, t'as perdu tes questions en route, hein? Ah oui? Tout le temps. Et c'est vrai que avant d'aller le voir, j'avais plein de questions. Je me disais, je lui posais ça comme question. Et dès que j'arrivais, pof, tout tombait, c'était fini. Mais est-ce que vous avez compris qui il était vraiment, ce monsieur? Parce qu'en fait, non. C'est ça. Non. Mais non, c'est... je sais plus qui disait que la vie n'est pas une énigme à élucider, mais un mystère à vivre. Et c'est ce que je vivais avec lui.
je me plongeais dans ce mystère qui l'incarnait, qui l'était. Les Upanishads parlent de l'inconnaissable. Et c'est pas parce qu'on peut pas connaître, c'est qu'on peut pas le connaître avec notre intellect. Notre intellect ne peut pas, parce que la vie est beaucoup trop vaste, beaucoup trop infinie pour arriver à le comprendre intellectuellement. L'intellect, en fait, va comprendre, mais de manière parcellaire. Et même, c'est même ridicule, en fait. Et à un moment, c'est ce lâcher-prise qui va nous faire plonger dans ce mystère et de le vivre pleinement. Et il y a une forme de réponse qui nous est donnée. Mais c'est pas une réponse intellectuelle. Sinon, on va passer tout notre temps à essayer de prendre des bouts comme ça et on s'en sort jamais. C'est un peu ce qui nous pourrit peut-être, c'est qu'on intellectualise beaucoup trop la vie, finalement. C'est ça. Vous avez dit 2-3 fois le mot tranquille, tranquillité. En fait, les gens qui intellectualisent pas sont souvent très tranquilles. Hein. Ah, mais c'est extraordinaire. Et là, on sent... Pourtant, c'était un érudit. Ouais. C'était vraiment un grand érudit. C'est ça. Mais par contre, il était allé au-delà de cette érudition. Il vivait vraiment quelque chose de profond. Et il suffisait d'être à son compte. Alors, tout le monde ne le ressent pas forcément. Il faut avoir, je pense, cette ouverture. Et je dirais presque ce courage. Parce que, d'abord, rester en silence pendant des heures avec quelqu'un sans dire un mot et juste être là. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais, quand je l'ai rencontré, 26 ans. Un jeune, en plus. Garder le silence à 26 ans, oui, tout à fait. Heures, c'est... Mais moi, j'avais cette telle soif, il fallait vraiment que j'avais besoin de comprendre ce que c'était que la vie. Je me suis dit, j'ai pas envie de mourir idiot, parce que je voyais tellement de choses absurdes, incohérentes, qui avaient aucun sens. Je me disais, mais on vit la tête à l'envers. J'ai entendu un jour un bouddhiste qui disait d'ailleurs cette phrase, qui disait, vous ne pouvez pas désirer une chose et cultiver son contraire. Ça a été pour moi une réalisation tellement importante et je me suis dit, mais oui, on veut une chose et on fait exactement tout ce qu'il ne faut pas pour l'obtenir. Alors, je propose de faire un petit break dans cette discussion, Bruno. Avant de vous retrouver, on va évoquer une émission que nous avons mis en place ici, il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle Les Extraordinaires. Pourquoi Les Extraordinaires? Parce qu'en fait, en créant BTLV, je me suis aperçu que je rencontrais beaucoup de gens qui disaient avoir des facultés. Qu'elles soient de remote viewing, donc de voyage astral, de télépathie, de psychokinèse, de médiumnité, de voyance. Et j'ai surtout vu des gens qui me disaient tout ça, c'est des foutaises, ça veut rien dire. Donc moi je crois à l'invisible et je crois que certaines personnes ont la possibilité de traverser le miroir et d'avoir accès à cet invisible. Et au lieu de dire à tous ces gens qui disent que c'est n'importe quoi, vous avez raison, j'ai voulu leur prouver qu'il y avait effectivement ces facultés, qu'elles existaient. Donc pour cela, j'ai convié deux scientifiques universitaires qui s'appellent Renaud Evrard et Yves Lignon. Et j'ai demandé à ceux qui disent avoir ces facultés de s'inscrire pour qu'on puisse les valider en milieu scientifique et notamment à l'Institut métapsychique. Donc regardez la bande-annonce, on se retrouve juste après, j'en parlerai plus en détail. Voilà les extraordinaires BTLV. Alors je rappelle à tous ceux qui voudraient participer à cette émission qu'on n'est pas là dans une télé-réalité. Hein. On fait ça le plus sereinement possible. On a bien compris également, et ça ce sont nos scientifiques qui nous le disent, que les facultés, je n'ouvre pas une porte, je ferme pas une porte, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça qu'on mettra les gens dans une situation optimale pour qu'ils puissent laisser aller cette ouverture et peut-être valider ces facultés. Alors, jusqu'à fin décembre, on découvre les candidats tous les 15 jours, ici en direct.
sur BTLV. Et puis de janvier à juin, on ira donc les suivre dans cet institut métapsychique lors des tests pour essayer de valider tout cela et de montrer au monde que certaines personnes ont une ouverture très importante vers ce monde de l'invisible. Donc n'hésitez pas, puis surtout, si vous voulez vous apprécier les candidats qui sont déjà passés sur BTLV, vous allez sur btlv.fr. Et vous avez là tous les profils, vous pourrez ainsi regarder les émissions, elles sont en accès libre, et vous pourrez donc apprécier nos candidats. Enfin, j'aime pas le mot candidat, mais j'ai pas trouvé mieux, donc je suis désolé, mais au moins ça se comprend. Ils sont pas en compétition, mais ils sont là en espérant être repérés par nos scientifiques, afin qu'ils soient amenés donc à l'IMI, l'Institut Métapsychique. Alors, on parlait avec Bruno, que je vais retrouver dans un instant, de méditation, et je vous disais aussi que moi, bon, je suis d'un calme absolu, j'ai quelques soucis pour méditer, c'est pour ça que j'ai eu la chance de découvrir des lunettes particulières qui m'aident à me couper du monde. Ce sont les lunettes Psyo, regardez-les. BTLV présente les lunettes Psyo. Merveille technologique, les lunettes Psyo vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psyo, profitez du code promo BOB et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. Alors si comme moi vous avez du mal à méditer tout seul, ces lunettes vous permettent de le faire plus facilement. En tout cas moi ça m'aide, hein. Et je ne vous propose sur BTLV que des choses que j'ai testées. Donc les lunettes Psyo, elles sont disponibles sur btlv.fr. Quand la vague réalise quel est l'océan, c'est le bouquin de Bruno Lallemand, véritable plaidoyer pour l'optimisme et le bonheur. Cet ouvrage nous enseigne comment nous libérer des blessures du passé et révéler le meilleur de nous-mêmes. Bruno, combien de temps il faut pour qu'on se libère de tout cela, de cet émotionnel qui nous fatigue, nous heurte parfois, nous pèse? On voit les cabinets de psy, on en parlait tout à l'heure, sont bourrés à craquer de gens qui sont en souffrance, qui sont marqués dans leur enfance, leur adolescence, dans leur vie d'adulte, par des choses qui vont les suivre tout le temps. Le chemin est long quand même pour se détacher de tout cela. Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas une personne qui est égale devant la souffrance et devant la façon de s'en libérer. Je dis souvent, c'est comme un nœud, plus il est serré, plus ça prendra de temps et d'énergie pour le défaire. Mais ça dépend aussi, il y a d'autres facteurs qui vont influer, qui vont faire que la motivation, l'intensité de la motivation, le désir, l'aspiration, les causes et les conditions qui vont se réunir pour arriver. Donc il n'y a pas de règle, on ne peut pas dire à une personne dans combien de temps elle va être mieux, elle va se libérer. Mais en tout cas, une chose est certaine, puisque bon, maintenant toutes les études le prouvent, les pratiques comme la méditation et d'autres démarches amènent réellement un changement et une transformation qui s'opère graduellement et progressivement chez toutes les personnes. Tout le monde peut aller mieux, et où il y a des handicapés du bonheur. Il y a des gens dans l'association, on en a beaucoup parlé ici avec Etienne Jalanque, je ne sais pas si vous connaissez, psychiatre, 83 ans, qui en 71 a créé la dynamique émotionnelle, et qui me disait, il y a des handicapés du bonheur, parce qu'en fait ils trouvent leur positionnement dans la société par la souffrance, par le malheur. C'est ça. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Bah oui, parce qu'il y a un côté un peu, on va dire, pervers dedans, parce qu'il y a une forme d'attachement à la souffrance. On s'habitue même à la souffrance. Et donc on finit par croire qu'on ne peut pas vivre autre chose. Donc ils s'enferment dans une espèce de bulle comme ça, et de laquelle ils pensent de toute façon, comme il n'y a pas... Pour eux, il n'y a pas de possibilité d'en échapper, ils vivent dedans et ils restent dedans. Donc effectivement, on peut parler d'handicapés du bonheur. C'est quoi la vie pour vous? Si vous deviez la définir? Alors je déteste les définitions, mais pour moi, la vie, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance. Alors, pourtant, je suis assez mal placé pour en parler vu mon parcours, mais c'est une chance parce que d'abord, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai fait de très belles découvertes, et j'ai surtout... j'ai compris que, pour moi en tout cas, la principale source du bonheur, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est vraiment l'altruisme. L'altruisme est une... L'ouverture vers les autres, le partage. L'ouverture, le partage, la bienveillance, de cultiver, parce qu'en fait, on a un pouvoir immense, et c'est ce que j'essaie de montrer aux gens, c'est qu'on a un pouvoir immense. Effectivement, soit on peut continuer à faire exister, à nourrir sa souffrance,
Et ça peut durer une éternité, on l'entretient, on peut rester dedans, mais on peut cultiver aussi autre chose. On est comme des jardiniers, en fait. On peut s'entretenir, justement, continuer à faire exister les mauvaises herbes, mais on peut choisir aussi de cultiver des belles choses. Alors, malheureusement, il y a quand même la société qui fait tout pour pas qu'on s'épanouisse. Quand on la regarde aujourd'hui, on a en plus, les mots veulent dire des choses assez incroyables quand on parle de garde-fous. Vous imaginez, c'est-à-dire que les gens qui seraient heureux seraient des fous, puisque voilà, on a besoin de garder les gens, donc des garde-fous. On parle de ça. Donc, il faut s'affranchir un peu de tout cela. Il faut être un peu irrévérencieux avec la société en disant, mais ok, tu me proposes quelque chose, mais moi, je vais me fabriquer ma société. C'est un peu ça. C'est un peu comme, je sais pas, si j'ai des amis qui sont alcooliques et qui veulent... Moi, je vais pas me mettre à boire avec eux pour leur faire plaisir. Je vais leur dire, je vous aime beaucoup, mais je vous accompagne pas dans ce mode de fonctionnement. Mais on peut dire pareil avec la société. Il faut pas oublier que la société, c'est nous. C'est nous qui la construisons. C'est nous qui la créerons avec nos désirs, avec nos souhaits, avec nos aspirations. Mais quand on voit ce qu'on a créé, on peut se poser la question de se dire, on n'a peut-être pas pris le bon chemin. On va peut-être essayer de créer autre chose. Souvent, j'anime des stages et je dis aux gens, ce que vous allez trouver ici, c'est exactement ce que vous allez y mettre. Donc, regardez bien ce que vous allez y mettre. Et quand on rend les gens responsables comme ça, c'est extraordinaire les résultats qu'on obtient. À grande échelle, j'ai envie de dire, dans la société, regardons ce qu'on est en train de mettre dans la société. Et si on en a un petit peu assez de ce qu'on a mis dans la société, il serait peut-être temps de commencer à planter autre chose. En fait, la société reflète le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis souvent, et on a souvent des élections, et on en a eu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'en même temps... c'est vous qui mettez le butin dans l'urne, c'est vous qui décidez de qui... Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont besoin d'être encadrés. Je parlais de garde-fou tout à l'heure. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'affranchir de tout cela. Ils ont besoin d'avoir une autorité au-dessus d'eux, parce que sans cette autorité, ils sont flippés, ils ont peur. Mais oui, parce que c'est un manque d'autonomie. C'est un manque d'autonomie, c'est-à-dire que je ne suis pas encore capable, en tout cas je ne me crois pas encore capable de prendre ma vie en main, de la gérer, de la construire par moi-même. Quelque part, c'est un manque de confiance en soi. Vous avez parlé de chance, malgré votre parcours. Finalement, c'est peut-être votre parcours qui a été une chance. Oui. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard, en tout cas c'est ce qu'on dit souvent. Et ce parcours, finalement, vous a mené là où vous êtes sur ce fauteuil aujourd'hui. Exactement. Mais, je l'ai dit au départ, mais les bouddhistes disent que la souffrance, c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Moi, il me fallait certainement beaucoup d'aiguillons pour commencer à la sortir, mais ça a été vraiment un moteur. Ça a été... Bouddha parle de la première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. C'est un état de fait. On se rend compte... Souvent, on se disait, le bouddhisme, c'est pessimiste. Mais pas du tout, au contraire. Ils nous disent, justement... la vérité, il y a la vérité de la souffrance. Mais si je veux m'en échapper, m'en extirper, je vais essayer de comprendre les causes de la souffrance. Comment je crée et comment se crée la souffrance. Et une fois que j'ai compris comment se crée la souffrance, je peux aussi comprendre comment je peux créer les causes du bonheur. Et on a un vrai mode d'emploi. On dit souvent, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, et on a les amis qu'on mérite. Si vous êtes con, vous aurez des cons. Si vous êtes sympa, vous aurez des sympas. Et d'ailleurs, quand on a des amis qui deviennent cons, il faut s'en séparer, ou alors il faut leur dire. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est responsable de notre bonheur quand même. C'est ça. Et on ne nous le dit pas quand on est enfant. Pourtant, il y a plein de choses. Si tu veux, tu peux. Il y a plein d'expressions comme ça. Et finalement, tout cela, on gomme tout cela et on rentre comme des moutons, finalement, dans cette société dont on a du mal à s'affranchir et qui conditionne les peuples à tel point que quand vous allez dans une famille et que vous avez un personnage comme vous qui prend conscience d'une vie différente, etc., souvent, c'est le dingo de la famille, c'est celui qu'on monte du doigt, c'est c'est le beatnik, c'est le new age. Parce qu'en fait, dès que vous n'êtes pas... Mais on le voit avec le racisme, on a tellement peur de la différence, c'est-à-dire que vous avez dans votre immeuble quelqu'un qui est noir, vous dites, oh là là, c'est le noir du 3e, ou le dire c'est Gérard du 3e. Vous voyez ce que je veux dire ? On a peur de cette différence, on a peur de tout cela, et vous étiez différent, vous l'avez compris, ça résonnait en vous, vous êtes allé sur le chemin pour être heureux. Comment votre entourage vous voit aujourd'hui ? C'est Maître Yoda de la famille ? Non. En fait, quelque part, j'ai eu de la chance parce que mes parents, malgré les difficultés dans lesquelles ils vivaient, enfin surtout ma mère,
avait énormément de respect pour ce que je suis devenu plus tard. Parce qu'avant qu'elle décède, malheureusement, elle est décédée relativement jeune. Elle avait mon âge, d'ailleurs, quand elle est décédée. Et elle était très admirative de ce que je faisais parce que, justement, je n'avais pas suivi ce chemin. Je l'avais refusé. Puisque j'ai travaillé que 3 ans et je suis parti, je me suis retrouvé SDF parce que je ne voulais surtout pas de cette vie, mais je ne savais pas du tout où j'allais. Mais elle a eu toujours ce respect, en tout cas vis-à-vis de ce que je faisais. Elle m'a regardé. Mes frères m'ont toujours regardé sans se moquer. Ils étaient assez admiratifs aussi. Ils se demandaient ce que je foutais, mais ils comprenaient pas très bien ce que je faisais. Mais de ce côté-là, j'ai pas été trop embêté, ça va. Par contre, c'est vrai que les gens se demandaient un petit peu, bon, il est un peu bizarre, il fait des choses bizarres, où est-ce qu'il va? Je me souviens d'ailleurs quand mon patron m'a invité à quitter, il m'a dit, vous êtes quelqu'un de farfelu. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la façon gentille de dire, t'es dingo, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, le côté farfelu. Alors que finalement, les grands artistes étaient farfelus, les grands penseurs étaient farfelus, et finalement, presque les grands scientifiques sont farfelus parce qu'ils s'autorisent d'aller derrière la ligne, quoi. Et cette ligne, elle est de plus en plus proche de nous, alors qu'il y a tellement de choses à voir à côté. Oui, je suis très admiratif de ces personnages parce que ils font preuve d'un courage. Ils osent aller à l'encontre des idées reçues. Ils se laissent pas enfermer justement dans des idées. Ils osent dépasser ça et je trouve ça absolument fantastique. Alors vous êtes l'exemple type que la vague est l'océan, puisque vous avez pris conscience que vous étiez une vague et que finalement vous faisiez partie de cet océan. Au quotidien, si là, demain, il y a des gens qui nous écoutent, alors ceux qui sont abonnés à BTLV ont déjà fait un chemin, parce qu'ils viennent quand même sur un média qui a une certaine spiritualité, en tout cas hors religion, hein, bien évidemment, mais c'est une spiritualité finalement, cette philosophie de vie, c'est sa spiritualité intérieure, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Les personnes qui... il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi, mais qui n'osent pas encore passer. Quand vous dites qu'on a tout en nous, souvent les gens le comprennent après un échec amoureux ou un choc brutal dans la vie, un accident. Est-ce qu'on peut éviter d'aller jusque-là et prendre conscience, c'est peut-être ce soir, des gens en nous écoutant, ou aujourd'hui, les gens vont se dire, tiens, mais finalement, ça résonne en moi. Vous avez eu un mentor, c'est ce personnage que vous avez côtoyé pendant une quinzaine d'années. Tout le monde ne l'a pas, ce mentor, vous voyez ce que je veux dire. Vous leur diriez quoi à ces gens qui sont peut-être un peu à côté de leur pompe aujourd'hui? Oui, j'ai envie de dire tout simplement, mais c'est de faire confiance. C'est qu'il y a réellement quelque chose au-delà, dans le sens où, quand on parle justement de ces mentors, d'ailleurs Dalai Lama disait à propos dans le bouddhisme, je parle du bouddhisme parce que je l'ai beaucoup fréquenté, je ne suis pas devenu bouddhiste, mais c'est vrai pour tous les grands sages, ils sont là comme des témoins, ils ne sont pas là pour nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont juste là, je l'ai réalisé, je l'ai accompli, vous pouvez faire la même chose, ça existe. Ils sont comme des flambeaux pour nous. Et de dire, voilà, on peut réaliser ce bonheur, on peut l'atteindre, on peut l'accomplir, c'est une réalité, c'est un fait, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et on a plein, et aujourd'hui, je trouve ce qui est extraordinaire, malgré cette société qui a l'air vraiment en grande souffrance, on a les médias, Internet, qui est en train de diffuser ces informations, qui les propagent, et votre émission, justement, est là pour en témoigner, sont là pour dire, la réalité, elle n'est pas ce qu'on voit, elle n'est pas ce qu'on nous donne, elle n'est pas ce qu'on nous montre. Mais il faut aller le chercher aussi, il faut avoir le courage aussi d'aller le chercher. Vous avez compris qui on était dans cet univers? Parce que ça, c'était la grande question. Moi, je reçois beaucoup d'astrophysiciens qui me disent « Mais arrêtez de vous prendre la tête, Bob, vous n'êtes pas capé pour envisager ce que l'on est vraiment. » Effectivement, quand on commence à prendre la pleine mesure de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, on se dit qu'on est sur un truc de barge. C'est-à-dire qu'on est sur... Je parle toujours de ce film qui m'a bouleversé, qui s'appelle Interstellar, devant lequel j'ai pleuré. À chaque fois que je le mets, je pleure. Mais pas parce que il a des problèmes avec sa famille qu'il quitte et sa petite fille. En fait, quand je vois ce vaisseau partir et quand il passe à un moment donné à côté des anneaux de Saturne, etc., je me dis, mais on est dans un truc de barré, quand même. C'est-à-dire que on est un grain de sable sur la plage de la Baule, à l'échelle de l'univers. C'est exactement. On se fout sur la gueule aujourd'hui. Il y a des gens qui se mettent sur la gueule, qui se mettent des ceintures d'explosifs, qui tirent du haut d'un immeuble et qui tuent 50 personnes ou 60 personnes comme ça. Alors que vous avez dit quelque chose qui a résonné en moi tout à l'heure. Vous avez dit il faut bénéficier de cette vie. C'est-à-dire qu'elle est rare,
il y a des difficiles, il y a des gens qui ont du mal à faire des enfants, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est sur cette terre, il y en a qui se flagellent, il y en a qui sont en souffrance, il y a des gens qui mettent fin à leur jour, parce que justement, ils n'arrivent pas à bénéficier de cette vie. Mais tous ces astrophysiciens qui me parlent et qui me disent on n'est pas capé pour, est-ce que vous avez la sensation de savoir où vous êtes dans cet univers? Parce que l'océan fait partie de l'univers, on fait partie de cet univers, on dit souvent demande à l'univers, il te donnera. C'est quoi? On est où? Moi, j'ai posé une question, parce que dans le monde du bouddhisme, on parle de l'éveil, et j'ai demandé un jour à Shinmenzai Rinpoche, qu'est-ce que c'est l'éveil? Il m'a répondu, si tu me poses la question, c'est que tu ne l'as pas réalisé. Et en fait, les questions, on les abandonne. Et à un moment, on ne se pose plus la question. C'est que, justement, c'est chaque instant qu'on vit qui est en soi une réponse et qui nous remplit. Quand j'ai vécu cette expérience d'éveil sur la plage d'Antibes, dont j'en parle dans le livre, j'étais dans un état de plénitude et ça me suffisait, j'étais rempli. Il y avait c'était quelque chose d'extraordinaire, un instant de bonheur où j'avais plus besoin de me poser ces questions. Parce que c'était tellement en soi, c'était une réponse à mes questions. Je me disais, voilà, le bonheur est possible, je suis ce que je suis, ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'explication, ça n'a pas de définition, ça n'a pas... c'est ni ailleurs, ni... tout est là. Il y avait cet instant précieux qui me donnait finalement... qui m'a fait abandonner finalement toutes les réponses. Et ça correspond à ce que disait Rinpoche, qui disait si tu te poses la question, c'est que tu l'as pas réalisé. Et quand on l'a réalisé, toutes les questions tombent. On dit d'ailleurs que les questions viennent du bruit et les réponses du silence. C'est beau. Mais ce bonheur absolu que vous touchez du doigt quand vous êtes sur la plage Antibes, cette prise de conscience finalement, il nous arrive parfois en tant qu'être humain, qui n'a peut-être pas fait le parcours que vous avez, réalisé, mais il nous arrive à des moments précis, on ne sait pas pourquoi, je crois que ça arrive à tout le monde, d'avoir un moment de grâce intérieure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, et ça va durer malheureusement pas longtemps, mais à ce moment précis, vous avez, comme s'il y avait un feu sacré qui s'animait, qui nous donne toute l'étendue de ce que peut être le bonheur absolu, finalement. C'est exactement ça. Sauf que ça dure pas longtemps, souvent. Merde, j'ai pas réussi à le choper. Et on sait pas pourquoi, je l'explique pas. Pourquoi, à ce moment-là, dans mon bureau, ou quelque part ailleurs, à ce moment-là, comme si, en fait, tout s'alignait, et que j'étais, voilà, bien aligné. Alors, j'ai essayé de donner une image pour essayer d'illustrer ça. Imaginons qu'en fait, on est devant une vitre. Et cette vitre, il y a plein de saleté dessus. Donc, on ne reçoit pas la lumière. Ouais. Et il y a un moment, il y a un endroit, ça a été effacé. Et on passe juste devant. Et là, on reçoit la lumière. Ça correspondrait à l'état de grâce. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à nettoyer la vitre. Là, il y a du c'est ça. Là, il y a du boulot. Parce qu'il reste 90% de la vitre à nettoyer. Oui, mais en fait, pendant un moment, on reçoit la lumière. Et on se dit, waouh, c'est génial. Moi, quand j'ai vécu ça sur la plage, je me suis dit, je veux plus que ça. Je veux rien d'autre. Le reste, je m'en fous. C'est tellement bon, c'est tellement délicieux, c'est tellement extraordinaire. Je veux plus que ça. Moi, j'ai consacré après, j'en parle puisque après être allé à Paris, après, j'ai consacré plus d'une année. Je me suis retrouvé tout seul. J'ai passé des heures en méditation. Je faisais jusqu'à 8 heures de méditation par jour. C'est beaucoup. Parce que je voulais absolument retrouver ça. Et ça a été... je me suis dit... Ça répond à la question que mon oncle m'a posée. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être heureux. Ouais. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Le reste, je m'en foutais. Avoir un métier, être intégré dans la société. Mais ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, si je ne suis pas heureux, quel intérêt de vivre? Ça n'a pas de sens. Le but, c'est quand même d'être heureux. Donc, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai tâtonné, je me suis heurté. J'ai fait plein d'erreurs, je me suis planté, j'ai tâtonné, j'ai cherché. Et puis, un jour, j'ai rencontré ce monsieur, Shinmenzai Rinpoche, qui a incarné. Je me suis dit, lui, il a réalisé quelque chose que je veux réaliser. Je veux ça. Et ça a été... Et après, j'ai compris justement qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de me libérer de ces obscurcissements mentaux qui m'empêchaient justement d'avoir la lumière du soleil. Alors, c'est assez marrant parce que la science mainstream, celle qui est donnée à tout le monde sur tous les médias dits classiques, commence à aller sur ces chemins. On voit
des émissions à des heures de grande écoute ou des sujets au journal télévisé sur la méditation, sur les bienfaits de la méditation. À l'époque, c'était encore classé dans la catégorie ésotérique. C'est ça. Aujourd'hui, ça commence à être classé dans le médical, dans santé, bien-être, etc. C'est extraordinaire. Il y a un vrai mouvement sociétal. Moi, je parle souvent. On a une émission ici qui s'appelle Les Pionniers du Changement, qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, que je co-anime avec Anne-Sophie Bror et Franck Foucret, justement sur ces acteurs de la vie qui ont pris conscience qu'il y avait autre chose, un peu comme vous, etc. Et c'est très important parce que c'est eux qui font avancer la société, c'est vous qui faites avancer la société. On appelle ça des créatifs culturels. C'est-à-dire qu'ils sont 47% dans le monde. J'en parle souvent parce que je pense qu'on en fait partie. Vous qui nous regardez, qui êtes abonnés, vous êtes peut-être parmi ces créatifs culturels. En tout cas, d'avoir fait la démarche déjà de vouloir autre chose, ça fait partie de ces créatifs culturels. De manger différemment, d'écouter de la musique différemment, de vivre sa vie de tous les jours différemment. Ça fait partie. Et tous les gens me disent, mais n'attendez rien de ceux qui nous gouvernent, c'est le peuple qui fera changer la société. Exactement. Et je suis parfaitement d'accord avec cette idée. C'est vous. Mais ça me paraît évident, puisque c'est nous qui créons la société. C'est nous qui la faisons exister. Si on veut, ça sert à rien d'attendre des gouvernements de l'extérieur. Dalai Lama le dit très bien, le bonheur est indépendant des conditions extérieures. C'est au-delà. Parce que les conditions extérieures, c'est nous qui les créons. C'est le reflet de ce que nous portons en nous. Donc si on veut, on peut pas... et c'est Einstein d'ailleurs qui disait, c'est stupide d'attendre, de continuer à penser et à agir de la même façon en espérant obtenir des résultats différents. Tant qu'on n'a pas compris que c'est en changeant notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer, qui va faire que les choses vont changer. Il y a une cohérence. C'est cette notion de cohérence d'ailleurs dont je parle beaucoup dans le livre. On peut pas, pour reprendre cette phrase, on peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Oui, c'est ça, ouais. Donc il faut que j'arrive à identifier les causes du bonheur et à les faire exister dans ma vie. C'est-à-dire que si je veux désirer, si je veux accéder au bonheur, je dois identifier ce qui crée le bonheur. Et quand je vais voir que c'est en cultivant la bienveillance, cultivant l'amour, la compassion, eh bien je vais avoir de plus en plus d'amour et de compassion dans ma vie. Et on a ces enseignements depuis des millénaires. Christ a dit, vous récoltez ce que vous semez. Et c'est exactement la même chose. Le jour où je comprends ça, je commence à regarder les graines que je plante, à regarder ce que je mets dans ma vie. Si je veux autre chose, eh bien, il faut que je cultive autre chose. Oui, puis c'est pas la volonté absolue qui nous permet d'obtenir des choses. C'est pas, c'est souvent, en fait, c'est s'imaginer. Moi, j'ai compris que quand les choses arrivaient, elles arrivaient parce que je m'étais vu, en fait, les vivre. C'est-à-dire que comme si j'avais créé moi-même mon futur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a rien à voir avec je vais y arriver. Et souvent, d'ailleurs, quand on est dans cette position de je vais y arriver, mais j'ai fait l'erreur avec BTLV au début, je vais y arriver. Ouais, ça marche et en fait, je me suis fatigué émotionnellement, physiquement, etc. Et en fait, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est je visualise mon futur et il va se mettre en place, quoi. Mais je fais souvent la distinction entre la volonté et l'aspiration. C'est comme un navire, en fait. Nous, un navire, on va imaginer le gouvernail, c'est la volonté. Et les voiles, c'est la motivation, l'aspiration. Nous, on essaie de ramer avec le gouvernail. C'est ça, alors qu'en fait, il faut donner de la voile. Et là, ça avance. Est-ce que l'acceptation de la mort est une condition sine qua non au bonheur? En grande partie, oui. Oui, parce que plus on accepte la mort, plus on bénéficie de la vie. On découvre le caractère précieux de la vie. Dans les enseignements bouddhistes, d'ailleurs, il y a deux certitudes. Une, c'est qu'on va mourir. D'ailleurs, souvent, Dalai Lama, il charrie les gens en disant « Si vous inquiétez pour votre mort, ne vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. » Vous allez y arriver. Voilà. Et l'autre certitude, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Et quand on commence à méditer là-dessus, on réalise justement le caractère précieux de la vie. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut vivre. Quand on dit maintenant, c'est pas dans le sens de satisfaire ses désirs, parce que là aussi, il y a une énorme erreur dans notre culture, c'est qu'on se dit, je vais satisfaire tous mes désirs et je vais être heureux. Et là, on est en esclavage complet. Parce que des désirs, c'est sans fin.
On voit aussi beaucoup de coachs aujourd'hui qui disent vivez vos rêves et vous allez être heureux. Mais c'est complètement ridicule parce qu'on ne va pas arrêter. Des rêves, on va en produire à l'infini, en masse. C'est vraiment cette capacité à bénéficier de l'instant, à jouir de cet instant. Le fait de, par exemple, le fait qu'on ait cet échange, ce partage, de pouvoir en bénéficier pleinement. Après, je vais être avec mon enfant. Après, je vais être avec un ami. Après, je vais goûter à ce plat. Et chaque instant va m'apporter son bénéfice. Et plus je vais être dans cet instant, où je vais vivre cet instant, va faire qu'il y a une espèce de jubilation, de jouissance de la vie, qui fait que il n'y a pas un moment où je ne peux pas être heureux. Et il n'y a pas un endroit où je ne peux pas être heureux. Comment vous expliquez que certaines personnes soient sages et d'autres pas, ou au-delà du Dalai Lama, de la personne que vous avez rencontrée quand vous aviez 26 ans, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, hein, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des vieux dans un village, ça peut être d'un sorcier en Afrique, ils ont cette sagesse. Ils ont, comme si ils avaient été touchés par une grâce absolue qui leur a fait comprendre d'eux-mêmes, tout naturellement, ce que vous avez compris avec un chemin semé d'embûches, etc. Comment vous expliquez ça ? Peut-être parce que ils sont, justement, ce sont des gens de la terre, ce sont des gens qui doivent vivre l'instant, qui n'ont pas de leur préoccupation, elle est ailleurs. Et ils sont tout le temps en contact avec la nature. J'ai donné une émission justement sur la nature. On me posait la question par rapport à la dégradation de la nature aujourd'hui, parce qu'on est en train de vivre une catastrophe écologique majeure. Je dis, le jour où on aura perdu la nature, on aura perdu nos racines, parce que ce sont nos repères. La nature est sans arrêt là pour nous rappeler, quelque part, justement, cet instant dont je parle. Quand on est dans la nature, on arrête de penser. La nature, c'est un sage tibétain qui disait justement, la nature, pourquoi on se sent si bien dans la nature ? Parce que la nature inspire la nature en nous. Nous sommes la nature, on est interdépendants de la nature. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que ces personnes, le fait d'être tellement en contact avec la nature, vivent avec la nature et sont ramenés tout le temps dans l'instant. Je vais vous poser une dernière question, Bruno Lallemand. Est-ce que vous croyez en Dieu ou à un Dieu créateur ou à une force supra-dimensionnelle, on l'appelle comme on veut, qui nous aurait créés ? Non. En tout cas, je ne le conçois pas. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot Dieu aussi. Parce que si c'est un concept... Est-ce qu'il y a quelque chose après, quelque chose de conceptuel, plus grand Bien sûr que ça ramène à cette histoire de la vague qui réalise qu'elle est l'océan. Je suis l'océan. Je réalise que je suis aussi l'océan. Je ne suis pas seulement la vague. Et là, effectivement, si je crois que Dieu s'est tiré d'une racine qui veut dire lumière, en fait. D'accord. Donc, si j'allume la lumière, j'y vois plus clair. Alors oui, dans ce cas-là, je crois en Dieu. Parce que je crois dans la lumière, bien sûr. On est tous un peu Dieu, en fait. Finalement. On est tous un peu Dieu. Comme on est tous l'océan, quoi. Exactement. Merci d'être venu sur BTLV, Bruno. Je rappelle que votre bouquin s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». Voilà. Vous pouvez bien sûr vous le procurer, ce bouquin, avec ce replay ou ce podcast. Vous avez le lien pour cela. Et puis, on vous mettra également... vous avez accès aux autres bouquins. Vous me rappelez, c'était... Comment utiliser pleinement votre potentiel. Voilà. Et je sais que vous pouvez réussir. Voilà, donc si vous avez l'occasion de parcourir ces livres, vous en saurez plus sur comment atteindre votre plénitude, votre bonheur absolu, en tout cas, surtout votre potentiel, parce que c'est ça qui est important. Puis surtout, on vous rappelle que vous pouvez y arriver, parce que tout est en vous. Merci Bruno. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui êtes membres BTLV. Sans vous, ce média n'existerait pas, car nous avons refusé toute publicité. Merci à la réalisation. Il y avait bien sûr Nicolas et Anthony comme à l'accoutumée. Merci à François Demy à la rédaction, à Stéphanie, à Mathieu, à Joe, à Steven, à tous ceux qui sont derrière et qui permettent que ce média existe. Salut!